Amis auditeurs, bonjour, bienvenue sur Fréquence Histoire, ici Gauthier Boucher à l'antenne. Je suis aujourd'hui accompagné de Benjamin Ratichot. Bonjour Benjamin. Bonjour Gauthier. Alors, amis auditeurs, aujourd'hui nous parlons d'un livre de 2005 qui est un livre d'histoire médiévale sur eh bien, toute l'histoire finalement des îles britanniques au Moyen-Âge, d'où le nom, les îles britanniques au Moyen-Âge. C'est un livre de Jean-Philippe Genet qui nous brosse donc l'histoire depuis en gros le départ des conquérants romains jusqu'à la fin du Moyen-Âge, ce qu'on appelle la guerre des 2 roses, je pense qu'on y reviendra en toute fin d'émission, de cet ensemble qui n'est donc pas le Royaume-Uni, puisque le Royaume-Uni n'existe pas à l'époque, il n'existe pas avant 1707, mais qui est bien l'ensemble des îles que forment, au tout début c'est la Britannie, c'est la Bretagne romaine, mais progressivement ce sera l'Angleterre, les Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande. Alors, l'auteur, c'est un homme qui s'appelle Jean-Philippe Genet, c'est un historien médiéviste français. Il est né en 1944 et il a fait une partie de ses études supérieures à Oxford, ce qui est de fait l'origine de cette inclination, de cette passion pour l'histoire médiévale anglaise, qui est sa spécialité. Après son agrégation d'histoire qu'il obtient en 1966, il part enseigner dans un lycée à Rouen, et dans le même temps, il devient assistant en histoire médiévale à l'université de Paris 1, c'est là depuis où il enseigne, puisqu'il est toujours enseignant dans cette université, c'est Panthéon-Sorbonne. Il est intégré au Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, comme chercheur en 1969, et il devient également maître de conférences. Alors, ce qui est original dans le profil de cet historien, c'est qu'il passe sa thèse assez tardivement, puisqu'il ne la soutient qu'en 1996. Le thème de la thèse est intéressant, il est partiellement relié à celui de l'ouvrage dont nous traitons aujourd'hui, puisque le thème c'est les idées sociales et politiques en Angleterre du début du XIVe siècle au milieu du XVIe siècle. Même si notre livre, naturellement, s'arrête à peu près, je pense, 1485 à peu près. Depuis donc, Genet enseigne, je l'ai dit, à l'université de Paris 1, et ses thèmes de recherche sont principalement relatifs à la culture et à la société anglaise durant la guerre de 100 ans et à la construction de l'État anglais. Notamment, il fait notamment des comparaisons avec ce qu'a été la construction très différente pour le coup de l'État français. Il n'a pas tellement écrit de livres, même s'il est l'auteur de quelques ouvrages, dont La genèse de l'État moderne, culture et société politique en Angleterre, 2003, et puis, Benjamin, ce livre sur les îles britanniques au Moyen-Âge, 2 ans plus tard. Oui, le sujet des îles britanniques est un sujet assez intéressant et assez méconnu pour les étudiants et pour les amateurs d'histoire français, puisque c'est vrai que quand nous parlons du Moyen-Âge, nous sommes plus accoutumés justement à parler de nos rois illustres. On est franco-centrés. Voilà, Louis VI, Loureau, Philippe Auguste, Saint-Louis et Philippe le Bel, alors que l'autre monarchie qui s'est développée au cours de ce long Moyen-Âge, comme un miroir en fait, que constitue la Manche, est la monarchie anglaise. Et la monarchie anglaise, en plus d'être le seul royaume qui s'est constitué au Moyen-Âge de cette manière avec la France, on y reviendra, parce que c'est l'important également dans cette période, c'est l'émergence d'un droit britannique, qui est à la base de l'équilibre de l'ordre social britannique actuel. On est dans un pays qui est très attaché à son histoire juridique. Donc je reviens sur ce que je disais en faisant souligner que cette histoire britannique, tout en étant en miroir avec le développement de l'État en France au Moyen-Âge, a à voir également avec l'histoire de France, puisque que ce soit par la prise de pouvoir du duc de Normandie Guillaume en 1066, que ce soit par le développement de cet empire angevin à l'ouest du royaume de France, ou que ce soit naturellement
pendant la guerre de 100 ans, eh bien, les deux histoires s'enchevêtrent et nous serons bien sûr amenés à parler de ces liens qui se tissent entre l'Angleterre et la France, entre les îles britanniques et la France, puisque Gauthier, quand on parle d'îles britanniques, on va peu enfoncer des portes ouvertes, mais il ne s'agit pas que de la Grande-Bretagne. Oui, naturellement, c'est pas que la Grande-Bretagne. Sachant qu'en plus le livre évoque des époques qui sont antérieures à cette période d'unification au bas Moyen-Âge des différents royaumes anglais, du contact avec les Saxons également. On ne parle pas que de la Grande-Bretagne, on va parler aussi un petit peu d'Irlande, on va pas mal parler d'Écosse aussi, parce que le Royaume-Uni, autant que la Britannie romaine, ça reste un ensemble de nations qui sont pas toujours conflictuelles, mais qui sont des nations diverses entre eux. Et ça, l'auteur l'explique en partie en insistant sur le fait qu'il n'y a guère que le bassin londonien au sud de l'île qui soit très développé. C'est une citation de l'auteur qu'on trouve dans les premières pages du livre, page 3. Il explique que les riches terres du bassin de Londres contrastent avec les maigres sols granitiques des hautes terres galloises, écossaises ou irlandaises, de hautes terres hostiles. Eh bien, on touche là peut-être une des raisons de cette différenciation qui n'existe pas tant que ça en France entre différentes nations. Bien sûr, en France, il y a différentes souches ethnoculturelles du peuple français. Enfin, ce ne sont quand même pas des nations qui sont distinctes, qui sont aussi distinctes que ne le sont les nations constitutives des îles britanniques. Et sans doute en partie, selon l'auteur en tout cas, la nature des sols, la manière dont ceux-ci ont été valorisés, explique cette exacerbation des différences. Il y a quelque chose d'intéressant que fait l'auteur avant de s'intéresser strictement aux îles britanniques au Moyen-Âge, qui sont quand même le sujet du livre. C'est dans les 20 premières pages, en gros, un préalable au sujet de l'ouvrage, qui est non seulement la Bretagne romaine, et puis l'auteur, en amont, comme ça, remonte même jusqu'à quelques pages d'explication sur ce qu'était la situation des îles britanniques durant la préhistoire. Et c'est intéressant de s'intéresser à ça, parce que même si le livre se consacre pour l'essentiel donc à étudier l'histoire médiévale des îles britanniques, l'auteur s'attache donc à présenter le monde britannique pré-médiéval, s'intéresse donc à cette préhistoire des îles britanniques. L'auteur rappelle que ces îles sont initialement occupées à partir de 450 000 avant Jésus-Christ, mais ce qui est intéressant, c'est que les habitants initiaux, déjà les habitants initiaux de cet archipel britannique ne sont pas des hommes modernes, hein, ce sont ce qu'on appelle des Homo erectus, hommes érigés, mais c'est pas ça le plus intéressant. En fait, ils occupent à partir de 450 000, et au fur et à mesure des dégels, des regels, des dégels, etc., qui relient ces îles par voie de glace au continent, ou qui les séparent par ce qui deviendra bien plus tard la Manche, ces populations ne se maintiennent pas en permanence, puisque par exemple, entre 25 000 et 14 000 avant Jésus-Christ, il n'y a pas d'occupation humaine des îles britanniques, hein, tellement la glaciation est forte. Et puis, après cette date, il réapparaît progressivement sur la côte sud une présence humaine qui remonte vers le nord, au fur et à mesure que reculent les glaces. Et là, naturellement, c'est l'homme moderne. Et on a les derniers grands événements géoclimatiques qui concernent les îles britanniques, qui sont l'insularisation de l'Irlande, vers 8500 avant Jésus-Christ, l'insularisation de la Grande-Bretagne vers 7500 avant Jésus-Christ, et puis, eh bien, le climat étant plus clément, et les hommes parviennent à occuper complètement l'archipel à partir de 6000 avant Jésus-Christ. Et ensuite, en quelques pages, Genet nous rappelle les siècles de la Bretagne pré-romaine, donc la Bretagne celtique du 9e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la conquête romaine, avec quelques petites choses emblématiques, les îles fortes par exemple, qui sont des forts défensifs. Et puis l'auteur insiste beaucoup sur l'acculturation, qui est une acculturation souvent conflictuelle ce qui ne sont pas encore les Anglais, avec les Belges au niveau du sud de l'île, parce que naturellement c'est pas très loin de la Belgique, hein, les îles britanniques. Les passages principaux du premier chapitre, à partir de la page 11, s'intéressent toutefois à ce qui est ensuite, c'est-à-dire la conquête par Rome. Alors on a tendance à penser, et moi-même je pensais que c'est une conquête qui date de Jules César en fait, parce que Jules César étant présent en Gaule à partir de 58 avant Jésus-Christ, on pourrait penser qu'il le pousse vers le nord jusqu'en Angleterre. Alors il le fait en partie, mais c'est pas ce qu'il fait en fait. Puisque César essaye bien d'envahir les Gaules à partir de 55-54 avant Jésus-Christ, mais ne se contente que de retourner les rois locaux en sa faveur,
il ne fait pas de colonisation et a fortiori il ne fait pas d'annexion. Mais en associant les rois du sud de la Grande-Bretagne à sa cause, eh bien, il fait de la côte sud un protectorat romain, ce qui est la base d'une future conquête, qui n'a pas lieu en 10, qui n'a pas lieu en 39 malgré des tentatives, mais qui a lieu sous Claude. Je crois que c'est vers 43. Claude qui relance l'idée d'une expédition. Expédition a priori en partie suscitée par l'essor de la religion druidique, dont Rome craint qu'elle ne puisse être une sorte de ferment d'un certain nationalisme. Le terme est un petit peu anachronique, mais quelque chose qui risque d'exciter les Gaules, et donc préventivement, en quelque sorte, Claude fait envahir les îles britanniques, qui sont conquises en 84, même si c'est une conquête précaire, puisqu'il y a, vous le savez probablement, l'édification de 2 murs défensifs face au peuple du Nord, notamment le peuple picte, le mur d'Adrien d'abord, et puis le mur d'Antonin. Tout ça, ça fait partie de ce premier chapitre du livre qui s'appelle Britannia, qui est dans les 30 premières pages. Britannia, c'est très explicite comme nom, puisque c'est le nom de cette province romaine, la Britannie. Et Genet rappelle quelques épisodes intéressants, un épisode assez anecdotique, mais qui révèle bien la fragilité de ce contrôle romain sur les îles britanniques. Par exemple, c'est en page 15, l'épopée personnelle de Carausius, qui est un serviteur de l'Empire, devenu usurpateur. Genet rappelle que, je cite, « Une flotte efficace, la Classis Britannica, fut organisée en Britannie, mais son commandant, Carausius, se sachant soupçonné d'avoir partie liée avec les pirates, prit les devants et se proclama empereur. De 287 à 293, il régna sur la Bretagne, donc la Britannie, déjouant les efforts du César chargé de cette partie de l'Empire, Constance Chlore. Et en réalité, cette vérité de l'indépendance, elle ne s'arrête qu'en 297, avec l'assassinat d'un second usurpateur, Alectus, qui est lui-même assassin du premier usurpateur. Et tout ça, ça témoigne bien en fait des difficultés pour Rome de contrôler ce qui est un territoire insulaire, un territoire lointain. Et progressivement, rapidement, l'Empire ne peut plus de toute manière avoir de contrôle sur ces îles qui constituent son limesse septentrionale. Et en 410, Honorius abandonne purement et simplement les îles britanniques qui reviennent en partie, donc, Benjamin, au stade de civilisation celtique. Et là, on entre dans le haut Moyen-Âge britannique. Oui, une situation périphérique des îles britanniques par rapport à un empire romain qui dès le IVe siècle dont tu parlais, entre en décadence et dont on connaît la tragique fin. Alors, j'aimerais faire un pont entre ce que tu viens de dire, donc cette analyse assez pertinente des îles britanniques préhistoriques et sous la férule romaine. Eh bien, il serait intéressant, justement, puisque nous savons que l'Empire romain fait de la religion catholique naissante la religion officielle, par l'édit de Milan sous Constantin, cette religion catholique va être un pont pour les îles britanniques entre l'Antiquité et le Moyen-Âge et la naissance de la monarchie. Alors, rappelons peut-être quelques dates au niveau de l'évangélisation de la Grande-Bretagne et de l'Irlande. C'est dès que la présence romaine est avérée en Grande-Bretagne, notamment après la mort du Christ, au 1er siècle, l'évangélisation est en marche. Donc des missionnaires tentent de convertir les populations. Il est avéré, l'exemple par exemple en France de Clovis est assez révélateur, que pour convertir une population, il est préférable d'en convertir le souverain. Et c'est ce qui arrive à la fin du VIe siècle, en 596, quand Grégoire le Grand envoie en Angleterre des moines bénédictins. Et alors ces moines bénédictins, qui prennent la succession d'une infinité de religieux qui ont déjà foulé le sol britannique, ces bénédictins sont amenés par un certain Augustin, et cet Augustin arrive l'année suivante, donc nous sommes en 597, à la Pentecôte, à convertir le roi de Kent. Alors il faut peut-être rappeler un peu la situation politique de l'Angleterre à cette époque. Elle est divisée, elle n'est absolument pas unifiée. Vous avez plusieurs royaumes, le royaume de Kent, le royaume d'Essex, de Sussex, de Wessex, tous ces royaumes qui forment aujourd'hui des provinces du Royaume-Uni. Eh bien,
le premier roi à se convertir est le roi de Kent. Et cette conversion du roi de Kent amène les bénédictins à fonder des évêchés, dont les deux plus importants sont l'évêché de Londres et bien sûr celui de Canterbury, qui sera pour la monarchie qui va se créer ensuite l'équivalent de notre Reims, du premier archevêché d'Angleterre. Et donc, véritablement, le poids religieux et de l'Église, le poids clérical, apparaît à la charnière des 6e et 7e siècles. C'est également au 7e siècle que Saint Colomban quitte son Irlande natale pour débarquer à Nantes et tenter de convertir l'armorique. Donc il y a vraiment une prise de conscience chrétienne et vraiment un christianisme très ardent. Hein. La fondation de cloîtres, d'abbayes, de monastères, de diocèses dont j'ai parlé. Donc cette vie religieuse est à la base de cette alliance qui va se nouer entre l'Église, le personnel clérical et le royaume d'Angleterre, puisque l'histoire nous apprend que tous ces royaumes divisés vont finalement être réunifiés par une dynastie, mais pour cela il faut attendre la présence des Normands. Oui, effectivement, il faudra notamment attendre ce grand événement qu'est la bataille d'Hastings en 1066 et la conquête par Guillaume le Conquérant. Même s'il y a différentes phases d'unification à partir du 9e siècle. Hein, c'est assez complexe à comprendre et l'auteur ne se cache pas d'ailleurs de cette complexité. Il y a un passage de cet livre qui est explicite sur le fait que ce soit difficilement compréhensible. Page 35. Cette suite impressionnante et pourtant très abrégée de conflits. Hein, là, il parle de tous les petits conflits qu'il y a eu entre les différents royaumes, Mercie, Wessex, Northumbrie, puis tout petits royaumes comme le Lindsey par exemple. Donc, je cite l'auteur, ne doit pas masquer 3 évolutions essentielles. Tout d'abord, si les royaumes sont restés nombreux et nous ne les avons pas tous mentionnés. Citons encore, donc l'auteur poursuit la liste qu'il a déjà commencé. Ceux des Wyse dans la vallée de la Severn et des Magonsatain au bord du futur Pays de Galles jusqu'au 9e siècle. 2 seulement avaient encore un rôle important au 8e siècle, la Mercie et le Wessex. Et ensuite, l'Angleterre se formera au profit de la nation gagnante de cet affrontement qui sera le Wessex à partir du 10e siècle. Pour revenir à ce Moyen-Âge qui au sens littéral est anglo-saxon, parce qu'il y a un contact assez conflictuel entre des Celtes qui sont romanisés ou non, hein, parce que les Celtes d'Irlande ne sont pas romanisés naturellement, puisqu'il n'y a pas eu de conquête romaine en Irlande, ceux de l'Angleterre le sont, et puis des Saxons qui viennent donc du monde germanique. Ce Moyen-Âge anglo-saxon, et donc tu l'as dit Benjamin, celui d'une christianisation, une christianisation qui est assez complexe à comprendre aussi parce qu'elle est très disparate, et ce qui est intéressant dans la fin du premier chapitre, c'est que Jaunet revient sur un espace où la christianisation est particulièrement originale, c'est l'Irlande naturellement, puisque l'Irlande n'a jamais été conquise par l'Empire romain. En gros, l'Empire romain a conquis les 2/3 de l'actuelle Grande-Bretagne, hein, et puis au nord, il bute sur une nation forte et un petit peu mystérieuse, hein, qui est la nation picte, ce qu'on appelle parfois un peu improprement la confédération calédonienne, parce que c'est pas une confédération, hein, tout à fait. Mais, a fortiori, il n'y a pas eu de conquête en Irlande. Et donc, il y a une christianisation de l'Irlande, mais une christianisation très particulière. Et l'auteur, il revient en page 24. Je cite, « Le christianisme, en atteignant l'Irlande, se diffuse dans une zone qui n'a pas été romanisée. Il se développe dans un relatif isolement par rapport à Rome, dans un contexte purement celtique. D'où un certain nombre de particularismes. Si dès le VIe siècle, l'Irlande est assez chrétienne pour à son tour propager le christianisme en terre païenne, elle offre une tradition différente de celle du christianisme romain. Comme les Celtes de Bretagne, les Irlandais ont adopté un type de tonsure particulier, surtout le calcul de la date de Pâques ne donne pas le même résultat. L'important là-dedans, c'est pas l'histoire de la tonsure, hein. Naturellement, c'est le calcul de la date de Pâques, c'est quelque chose d'assez anodin, mais qui, on le verra dans le livre, en fait, donne lieu à une confrontation d'ordre géopolitique entre
ce partisan d'une date à la romaine et ce Benjamin partisan d'une date à l'irlandaise. Et on voit un des premiers particularismes comme ça de l'Irlande qu'on comprend, hein, parce que c'est déjà que les îles Britanniques, la Grande-Bretagne est une île, là c'est une petite île à côté d'une grande île. Donc elle est encore plus éloignée de l'Europe en quelque sorte. Oui, en effet, Gauthier, ce particularisme irlandais se retrouve également dans leurs institutions, dans la manière qu'ont les Irlandais d'avoir un système politique assez particulier. Ça se traduit par une monarchie assez organique, puisque comment expliquer ça? Sur 3 niveaux, nous avons des rois. Donc nous avons un roi à la tête de la pyramide, et à la base, nous avons des rois de district qui élisent des rois intermédiaires qui sont sous la coupe du roi de Táin, qui est le roi d'Irlande. Donc ce système assez pyramidal est bien expliqué, hein, par Jean-Philippe Genet à la page 41 dans son livre. Je vais vous en faire lecture, j'espère que ce ne sera pas trop long. Ce système dynastique se calque sur les structures politiques dont l'unité politique de base est celle des Tuath, avec à leur tête les Ritwaithir, ces rois de district, au-dessus desquels sont les rois supérieurs, hein, les Rui, donc ces rois intermédiaires, avec au sommet de la pyramide les rois de province, et enfin l'Arri, A-R-D, espace R-I, le grand roi, le roi de Tara. Donc voilà, donc c'est ce système politique irlandais est très différent du système britannique qu'il nous faut peut-être maintenant évoquer, puisque nous allons passer donc à ce 11e siècle qui chamboule l'histoire des îles britanniques. Il nous faut évoquer l'histoire politique anglaise et l'histoire de l'unification de l'Angleterre qui se passe au Xe siècle. Alors au Xe siècle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les Danois qui sont proches des Saxons, eh bien, envahissent la Grande-Bretagne, hein. Ils partent du Danemark et puis alors ils font tache d'huile, hein. Ils s'établissent en Normandie, ils s'établissent dans la Frise, hein, dans les actuels Pays-Bas, et ils débarquent sur la côte orientale de la Grande-Bretagne et prennent le pouvoir. Et ils établissent une dynastie, la dynastie anglo-saxonne, qui va unifier tous les petits royaumes dont je parlais tout à l'heure, hein, le Kent, le Sussex, le Wessex, et vont mettre un roi unique à la tête de l'Angleterre. Alors l'Angleterre, à l'époque, ne comprend ni l'Écosse, ni le Pays de Galles, ni même la pointe très occidentale de la Cornouaille. Cette pointe occidentale échappe encore à l'autorité de ces rois. Dont le roi le plus important est Édouard le Confesseur. Hein. Édouard le Confesseur, qui est un roi, comme son nom l'indique, très saint, très, très chrétien, eh bien, unit tous ces petits royaumes, mais cette dynastie ne va pas durer plus d'un siècle, puisque le successeur d'Édouard le Confesseur, Harold II, ne parvient pas à maintenir l'autorité de ses rois, et c'est le duc de Normandie, alors vassal du roi de France, du roi des Francs, puisque nous parlons de roi de France qui à partir du règne de Philippe Auguste, le vassal du roi de France qui va profiter de la faiblesse de cette monarchie pour investir militairement le territoire britannique. C'est la fameuse bataille de Hastings en 1066, où le duc de Normandie, Guillaume le Conquérant, d'une Normandie chrétienne, hein, puisque depuis Rollon, en 911, hein, au début du Xe siècle, le chapelle de Saint-Clair-sur-Epte avec Charles le Simple, etc. La Normandie est chrétienne, eh bien c'est un roi chrétien qui en remplace un autre. Guillaume le Conquérant devient roi d'Angleterre, mais en plus de conserver l'unité de l'Angleterre, apporte un droit et a une volonté de doter ce pays d'institutions stables et à l'instar de ce qui se passe en France. Hein. On est au XIe siècle, le pouvoir des Capétiens commence un peu à sortir du bassin parisien, enfin, pas du bassin parisien mais de l'Île-de-France. Hein. Louis le Gros a mis les grands féodaux qui entouraient la capitale un peu au pas. Et on assiste à un développement de l'État, pas un accaparement, mais à une annexion de provinces qui commence à constituer un domaine royal un peu plus intéressant. Et bien en Angleterre, Guillaume le Conquérant, lui, veut doter l'Angleterre d'institutions propres.
Et le préalable à cette dotation est la connaissance de son territoire. Voilà, c'était l'une des failles de la dynastie anglo-saxonne. Eh bien, Guillaume le Conquérant pallie justement à cette faille par ce qu'on appelait le Domesday Book. Le Domesday Book, qui peut se traduire en français par le livre du jugement dernier, ou du dernier jour plutôt, du dernier jour day. Ça serait Doomsday Book oui, en anglais moderne. exactement. Et nous sommes en 1086, et là on assiste à un véritable recensement des domaines de la couronne, où justement il va y avoir une séparation justement entre les biens du roi, du nouveau roi Guillaume, et ceux du royaume. Donc c'est la première, le premier étage de la fusée juridique qui va caractériser les îles britanniques au Moyen-Âge, c'est le Domesday Book avant la création de toutes les institutions qui seront, elles, plutôt l'œuvre des Plantagenets. Oui, effectivement. Alors, cette œuvre des Plantagenets, Genet, l'auteur, il revient dans un chapitre central au titre éloquent et un concept en même temps, l'Empire médiéval, non, je sais plus le titre, le Royaume impérial, oui, c'est ça, qui est un concept intéressant sur lequel on reviendra sans doute. Juste deux précisions avant de poursuivre notre exposé de cette Angleterre du XIe siècle. Il faut préciser qu'en amont, donc les différents petits royaumes dont on vous a parlé il y a une dizaine de minutes se battent entre eux, qu'il y a quand même deux royaumes qui restent comme les ensembles étatiques principaux, les autres royaumes étant annexés, défaits, n'existant plus. Il reste en gros au IXe siècle le Wessex et la Mercie. Et au Xe siècle, de manière décisive, le Wessex domine la Mercie, le Wessex annexe la Mercie pendant une demi-douzaine d'années, et dans les années 940, à partir du Wessex se forme le royaume d'Angleterre dans sa plus petite acception, puisque c'est pas du tout le royaume que nous connaissons, c'est en gros le sud des îles britanniques. Et puis pour suivre un peu ce que tu as dit, Benjamin, on comprend en fait en filigrane dans ce que tu dis que Angleterre et France bien qu'elles seront ennemies, bien sûr, par la suite, sont liées consubstantiellement. Et il y a quelque chose qu'on a découvert tout à l'heure en faisant nos recherches sur les institutions Angleterre, c'est que par exemple, une institution comme l'Échiquier, qui je crois gère les finances, Cour des comptes, l'équivalent de la Cour des comptes pour le Royaume de France, donc Exchequer en anglais, eh bien l'Échiquier en fait n'a pas été créé dans les îles britanniques, même si elle a été créée dans une dépendance du Royaume d'Angleterre, puisque l'Échiquier en fait a été créé en Normandie, et puis ensuite, donc je pense que c'est au XIVe siècle, et ensuite, eh bien cette expérimentation a essaimé, a été reprise jusqu'à nos jours dans le Royaume-Uni, mais initialement ça a été créé en Normandie. Et ensuite, ça a été repris par les juristes anglais qui ont fait de cet échiquier l'institution financière des Britanniques. Alors, comme tu l'as dit, en 1066, il y a cette bataille capitale d'Hastings. On n'est pas revenu d'ailleurs un petit peu en amont sur le fait aussi qu'il y avait une conquête viking de l'Angleterre. Donc il y a eu aussi d'autant plus de conflits, d'autant plus d'acculturation. Ça rend le futur peuple britannique encore plus composite qu'il ne l'était initialement, avec son matériau celte, belge, saxon, etc. Mais à partir donc de 1066, il y a ce que Genet appelle, à partir donc du chapitre 4, le royaume impérial, à partir de la page 83 du livre, puisque la conquête normande rattache brutalement l'Angleterre au continent, et que le roi d'Angleterre est duc de Normandie, et à ce titre, il est impliqué dans les guerres incessantes entre les principautés du royaume de France. Et cette implication est d'autant plus grande que la succession royale est mal assurée. Les effets de la conquête se font sentir aussi rapidement sur les territoires celtiques, puisque alors qu'en Écosse, la monarchie prend l'initiative d'une transformation de ses structures sociales, de ses structures politiques, qu'en gros les Écossais calquent ces structures sur le modèle normand, et bien ce sont les Normands qui pénètrent le pays de Galles
en créant des baronnies à partir des frontières. Et les Normands pénètrent aussi en Irlande, même si c'est une pénétration, une présence a priori assez limitée, mais concrètement, en quelques décennies, le roi d'Angleterre devient le personnage principal des îles. Hein. La richesse et la puissance du roi d'Angleterre lui confèrent naturellement un pouvoir très important, un pouvoir que l'auteur qualifie d'impérial. Très nombreux sont ceux qui reconnaissent son autorité, mais même s'il y a le défaut que les territoires qui lui obéissent restent séparés. C'est donc un empire, l'empire Plantagenet est donc un empire assez fragile, qui plus est un empire qui est en conflit régulier avec l'Église, mais cependant, à partir de l'Angleterre, le roi d'Angleterre arrive à conquérir de larges parts de ce qui est donc en marge du royaume de France, hein, qui est toute la partie nord-ouest du royaume de France. Bon, la Normandie était déjà anglaise, mais le Maine, le Poitou, la Bretagne, etc., deviennent directement propriété du royaume d'Angleterre, ou des territoires sous suggestion plus ou moins directe des Anglais. C'est ça. Alors, il faut, du coup, pour reprendre ce flot de conquête de territoire au profit de la couronne d'Angleterre, parler naturellement des Plantagenets et de la dynastie qui prend la place justement de la dynastie normande à partir de l'an 1154. Alors, 1154, le roi est Henri II de Plantagenet. Alors Henri II de Plantagenet est comment dire, indispensable dans notre causerie, dans notre discussion plutôt, dans notre discussion d'aujourd'hui, puisque c'est ce roi qui sera le deuxième mari de l'héritière du duché d'Aquitaine, qui est Aliénor d'Aquitaine. Alors Aliénor d'Aquitaine était donc la fille unique du Guillaume d'Aquitaine, Guillaume XI, et cette Aliénor a été mariée en premières noces au roi Louis VII de France. Et cette union n'a pas donné d'enfant et le couple s'est séparé de manière assez dramatique, d'ailleurs assez dramatique. Et pour le couple, mais également pour la France, puisque Aliénor va faire son deuxième lit avec cet Henri II, et cet Henri II va devenir en quelque sorte lui aussi l'héritier de ce duché de Normandie, duché de Normandie dont il faut rappeler qu'il est un fief vassal du roi de France. Hein. Donc on voit déjà une querelle entre le seigneur et le vassal, le suzerain et son vassal, comment dire, se préfigurer. Et donc comment dirais-je, Charles Petit d'Utélis, hein, dans sa monarchie féodale de France et d'Angleterre, parle de royaume angevin, de royaume d'outre-mer. Il faut se figurer géographiquement ce que représentent ces gains territoriaux pour la couronne d'Angleterre. Nous avons toute une bande qui part de l'actuelle frontière espagnole, du Pays Basque, de la région de Bayonne, qui remonte sans discontinuer jusqu'à la Bretagne et jusqu'à la Normandie. Donc la pression est maximale pour le roi de France et ça va naturellement engendrer des querelles. Alors, est-ce qu'il faut parler plutôt d'abord des querelles avec la France ou peut-être dresser peut-être le bilan juridique, l'apport juridique des Plantagenets? Du coup, les Plantagenets, tu les définirais comment? Enfin, la construction étatique des Plantagenets, est-ce que c'est l'Empire angevin, l'Empire... comment appeler cette construction du coup? Je pense que la dénomination d'Empire angevin est juste, d'autant plus que le fondateur véritablement des Plantagenets n'est pas Henri II, mais Godefroy Plantagenet, qui était lui-même comte d'Anjou. Donc il y a une légitimité à parler de cette unité Angleterre et terre d'outre-mer par le vocable d'empire angevin. Alors, c'est une dénomination historiographique, hein. C'est pas écrit dans les textes officiels d'Empire angevin, mais on estime donc qu'elle a une pertinence parce que l'ancêtre est angevin. Voilà, l'ancêtre est angevin, et d'ailleurs on l'a vu il y a quelques années, je crois que c'était en 2015 ou 2016, quand justement la ville d'Angers
à réclamer au royaume d'Angleterre les bijoux de la couronne. Justement, puisque la dynastie Plantagenet provenait d'Anjou, et voilà, la ville d'Angers, qui est donc le chef-lieu de l'actuel département du Maine-et-Loire, a revendiqué les bijoux de la couronne qui sont actuellement à la Tour de Londres. Alors, cet empire angevin, évidemment, n'a pas à sa tête un empereur, hein, ça va de soi. Le duc de Guyenne, hein, c'est la dénomination, parce que l'Aquitaine, c'est un duché d'Aquitaine qui est composé de 2 comtés. Hein, le comté de Guyenne, qui est l'équivalent aujourd'hui du département de la Gironde et de la moitié du département des Landes. Et en dessous, vous avez la Gascogne. Voilà, donc Guyenne et Gascogne qui forment 2 comtés, qui forment un duché, le duché d'Aquitaine. Donc il faut ajouter à ça l'Aquitaine, le Maine, le Poitou, la Bretagne et donc le royaume d'Angleterre. Donc le roi d'Angleterre cumule, en plus de sa royauté, le titre de duc d'Aquitaine, de comte d'Anjou et de Poitou. Alors, bon, les affaires continentales, on les traitera tout de suite. On va parler peut-être de l'œuvre politique et juridique, notamment des rois Plantagenets. Donc nous avions évoqué tout à l'heure le Domesday Book sous le règne de Guillaume le Conquérant. Parlons donc de la création en 1150, c'est-à-dire 4 ans avant la prise de pouvoir par Henri II. On est à l'époque sous le règne d'Henri Beauclerc, hein, qui est un successeur de Guillaume le Conquérant. Justement, cette translation de cette cour des comtes anglaise, hein, l'échiquier, qui avait été créé par Rollon. Donc en 150, cette cour des comptes qui existait dans le duché de Normandie est transférée à Londres et donc devient un organe de contrôle des comptabilités anglaises, et notamment de contrôle de l'impôt. Hein. Nous sommes dans une monarchie où le domaine royal vit grâce à l'impôt, et le fait de percevoir l'impôt est un acte de loyauté vis-à-vis, enfin le fait de payer l'impôt est un acte de loyauté vis-à-vis d'un pouvoir dont on reconnaît la légitimité. C'est important de dire ça, c'est cette époque où il y a des protestations fiscales sur la question du consentement à l'impôt, par exemple. Le consentement à l'impôt, c'est quelque chose de très important au Moyen-Âge. Donc ça, c'est la première pierre de l'édifice qui sera consolidée un siècle plus tard, un peu moins d'un siècle plus tard, par la révolte de la baronnie anglaise et des évêchés anglais contre Jean Santerre, hein, qui conduira à un système représentatif, l'ancêtre du Parlement britannique, dont la Chambre des communes est encore l'organe représentatif. La Chambre des lords est une assemblée de pairs, alors que la Chambre des communes est véritablement suit encore de nos jours cette inflexion représentative qui a été imposée par la grande charte des barons au roi Jean Santerre. Donc ça, c'est le côté peut-être un peu politique, économique. Il y a aussi une évolution juridique, un assujettissement de la justice ecclésiastique à la justice royale. Hein. Nous avons traité de l'évangélisation et justement de la prise de la montée en puissance du cléricalisme britannique, hein, et irlandais. Et bien là, il y a une volonté, c'est la constitution de clerdom, hein, en 1154, donc sous le règne d'Henri II, hein, où la justice ecclésiastique, les tribunaux ecclésiastiques sont sous la coupelle des tribunaux royaux. Voilà, et ce sera l'œuvre notamment de Thomas Becket, qui condamnera quelque temps plus tard la dérive de ce système, et qui sera exécuté sous l'ordre du roi Henri II. Et ce qui conduira Jean Santerre ensuite, hein, qui est le deuxième fils d'Henri II, non seulement à faire pénitence pour l'Angleterre, mais également à dénoncer cette constitution de Clermont. Donc il y a un petit recul, hein, il y avait
une avancée de la justice royale indiscutable sur la justice ecclésiastique, il y a un petit retour en arrière un siècle plus tard, en 1215. Donc voilà, donc il y a une constitution. Il faut mettre également c'est un peu fastidieux ce que je te dis, mais mettre également le doigt sur la commune law également, la loi commune, qui parachève l'unité du royaume, puisque quand on a un droit commun, évidemment, on fidélise également les populations et on fait comprendre à ces populations que la loi est la même pour tous. Et donc il y a cette volonté qui fait entre guillemets le charme de la Grande-Bretagne d'aujourd'hui, cette volonté profondément représentative et soucieux de l'assentiment des populations. Oui, on peut considérer cette grande charte, cette Magna Carta en 1215 comme un embryon de démocratisation du royaume. C'est bien présomptueux de dire ça, mais enfin, quand même, ça témoigne du fait que l'Angleterre est celle qui finalement a inventé, a théorisé la défense des libertés publiques, et ensuite ce modèle essaimera dans tout le continent, et notamment en France. Pour revenir quelques instants sur ce terme qu'on a eu du mal à définir tout à l'heure, de ce qu'était la construction des Plantagenets, il y a une citation intéressante de l'auteur en page 97. Je cite l'auteur: « L'historien Jean Le Patourel a forgé l'expression d'empire normand, et John Gillingham l'a reprise pour l'empire plantagenet. De fait, le gouvernement de l'Angleterre est indissociable des domaines continentaux du roi, et surtout de la Normandie. À la Normandie originelle, Henri II ajoute le Maine, l'Anjou, la Touraine, bientôt le Poitou et l'Aquitaine. La Bretagne entre dans l'orbite plantagenet. » Ça montre qu'il n'y a pas d'unité de vue sur ce qu'est cette construction plantagenet. Est-ce que c'est un empire normand, un empire angevin, parce que tous ces termes se valent finalement, et que ça désigne une réalité un petit peu hybride. Effectivement, un royaume impérial, mais où, tu l'as dit, Benjamin, le roi n'est pas empereur au sens strict, c'est une manière de parler en quelque sorte. Pour revenir à ce que tu disais sur le XIIIe siècle, il y a donc cette Magna Carta en 1215, au lendemain d'un événement qui est important pour l'histoire de France, qui est la bataille de Bouvines en 1214. Donc on voit de part et d'autre la construction de l'État français, de l'État anglais, sous des modalités très distinctes. Et peut-être faut-il approfondir, Benjamin, sur ce que sera ce XIIIe siècle et le XIVe siècle anglais. Bien sûr, donc là nous allons pleinement arriver dans les querelles franco-anglaises justement de ce XIIIe siècle. Alors tu as parlé de la bataille de Bouvines. La bataille de Bouvines... c'est en juillet 1214. Voilà, le 27 juillet 1214. Alors la bataille de Bouvines, dont il faut rappeler que la date qui concerne l'Angleterre est le 26, la veille, puisque les armées de Jean sans Terre sont défaites non par Philippe Auguste à Bouvines, mais sont défaites à La Roche-aux-Moines par le fils héritier de Philippe, qui est Louis VIII. Louis qui deviendra Louis VIII. Alors pour ceux qui sont intéressés par Louis VIII, que l'histoire a recouvert d'un voile discret, puisqu'il n'a régné que 3 ans. 1923-1926. Voilà, nous pouvons peut-être conseiller aux auditeurs d'écouter l'émission que nous avons consacrée à la femme de ce Louis VIII, Blanche de Castille, dont la personne a été redécouverte et a fait l'objet d'un livre par Georges Minois. Donc alors cette bataille est la première manche gagnée par les Français. Il y a vraiment un avant et un après 1214, puisque le XIIe siècle avait vu s'affronter Richard Cœur de Lion, les deux figures de Richard Cœur de Lion et de Philippe Auguste. Donc c'est l'histoire en Normandie, l'histoire de Château-Gaillard. C'est d'ailleurs assez particulier puisque les deux sur le continent s'affrontent, mais tous les deux chrétiens vont en croisade ensemble, etc. Concernant donc cette bataille de Bouvines, il faut rappeler que en 1205, un premier différend avait opposé Jean sans Terre et Philippe Auguste, et que Philippe Auguste, comme Jean sans Terre était son vassal, a été obligé de confisquer une partie des territoires sur le continent
de Jean Santerre. Ça a été le cas de la Normandie, ça a été le cas de l'Anjou. Donc Jean Santerre a été, du Poitou également, donc Jean Santerre a été dépossédé de ces territoires. Et donc, pour Philippe Auguste, ça a été également la manière d'écarter un danger qui devenait un peu trop oppressant à l'ouest. Le XIIIe siècle, donc, pâtit en Angleterre de ce règne désastreux de Jean Santerre. Cette Angleterre va quand même avoir deux grands rois, Henri Henri III qui lui aussi tiendra la dragée haute au roi de France. Alors, en l'espèce, ce sera Saint-Louis, mais Henri III sera défait à la bataille de Taillebourg en 1259. Donc le roi de France sur le continent reste le maître. Et il y a Édouard Ier ensuite, qui devient roi en 1272 et qui lui arrive à unifier le Pays de Galles, à annexer le Pays de Galles au royaume et donne de nouvelles prérogatives au Parlement. Donc il arrive à un peu calmer véritablement la noblesse en lui concédant encore un peu plus de pouvoir. Alors qu'en France, Édouard Ier est contemporain de Philippe le Bel, alors que Philippe le Bel, lui, fait exactement l'inverse. Il établit les états généraux, mais en prenant garde de ne pas les consulter et de les convoquer chaque année. Donc là, il y a véritablement deux voies absolument pas similaires qui sont prises par les deux monarchies. Alors ce règne d'Édouard Ier va être terni par le règne calamiteux de son fils Édouard II. Édouard II, c'est évidemment les rois maudits. C'est celui qui a épousé la fille de Philippe le Bel, Isabelle de France, et qui a une relation coupable avec son favori, qui soulève la colère des barons. Alors tout ça, il faut le voir, il faut le lire chez Maurice Druon, mais il faut le voir également sur l'excellente série télévisée de 72 de Claude Barma, Les Rois Maudits, avec le regretté Jean Piat. Et cet épisode d'Édouard II qui laisse donc le royaume d'Angleterre exsangue, pour ne pas parler du désintérêt profond qu'Henri II manifeste pour les territoires continentaux, la Guyenne est livrée à son propre sort notamment, arrive le règne d'Édouard III. Édouard III, lui, est contemporain du premier roi du rameau valois en France, Philippe VI, et Édouard III est entré dans l'histoire puisqu'il devient roi donc en 1327, mais dès 1337, il revendique la couronne de France au nom de sa filiation avec Philippe le Bel. Effectivement, et ça c'est le début d'un siècle de ce qu'on appelle les guerres anglaises à l'époque, qu'on appellera ensuite dans l'historiographie française la guerre de 100 ans, 116 ans de conflit jusqu'en 1453 entre le royaume d'Angleterre et le royaume de France, avec des petits conflits périphériques, notamment la guerre de succession en Bretagne dans les années 1360, avec l'épopée d'un homme comme Bertrand du Guesclin qui devient connétable de France. Il faut juste, à mon avis, revenir quelques instants sur deux conflits périphériques juste avant les guerres anglaises, qui contribuent à réciter la statogénèse anglaise, c'est-à-dire la construction de l'État anglais, que sont la guerre des Galles, les guerres des Galles, il y a eu deux guerres des Galles, entre 1277 et 1295, entre Édouard Ier d'Angleterre et Llywelyn, et puis quelque chose qui est beaucoup plus connu, notamment dans le grand public, grâce à un film comme Braveheart en 1995 avec comment s'appelle-t-il, j'ai plus son nom en tête, un acteur très connu, un américain naturellement, la guerre d'Écosse, entre 1296 et 1305 à peu près, avec la figure de William Wallace naturellement, qui tient tête à l'armée du roi d'Angleterre. Alors William Wallace, c'est pas on a l'impression dans le film que c'est un petit peu des prolétaires qui se battent. Non, William Wallace, c'est l'aristocratie écossaise. Mais ce sont deux grands événements, les guerres des Galles et la guerre d'Écosse, constitutives d'une forme de récit national pour la nation galloise et la nation écossaise. Pour revenir un petit peu dans le futur, donc en 1337, il y a le début de ces guerres anglaises qui, tout d'abord, donnent l'avantage
aux Anglais, parce que notamment il y a une supériorité, peut-être Benjamin tu reviendras sur l'aspect événementiel, moi je vais m'intéresser à l'aspect, les batailles, etc., entrecoupé de la peste noire, qui est un terrible événement pour toute l'Europe. Moi, je vais m'intéresser un petit peu, quelques minutes, à l'aspect technique, parce que les Anglais dominent dans la première partie du conflit. Dans ces guerres anglaises, il y a eu des phases de guerre et de paix, avec des trêves, mais il y a eu, en gros, jusque dans les années 1430, me semble-t-il, c'était plutôt une domination anglaise. Vous savez qu'en 1420, il y a l'épisode du traité de Troyes qui fait que le royaume de France est quasiment démantelé et promis à, je crois que c'est Henri VI d'Angleterre, qui est un petit enfant d'1 an. Mais dans la première partie des guerres anglaises, en gros des années 1340 aux années 1430, c'est plutôt une domination anglaise, notamment une domination technique, notamment parce que les Anglais combattent plutôt avec des arcs. Il y a plutôt des archers anglais contre des archers gallois surtout, contre, on voit l'insertion des nations dominées dans l'armée anglaise finalement, les archers gallois contre des arbalétriers français. L'avantage technique de l'arc par rapport à l'arbalète étant d'une part que les arcs sont plus légers, les arcs sont plus résistants parce qu'ils sont faits. Je ne sais pas s'ils sont plus résistants que les arbalètes, non, à mon avis c'est faux, mais ils sont très résistants les arcs parce qu'ils sont faits en bois d'if qui est un bois flexible et résistant, et puis ils tirent plus de flèches qu'on appelle des carreaux que les arbalètes. Alors les arbalètes tirent des flèches qui sont plus meurtrières que les arcs. Les arbalètes en gros sont, avant des canons, les armes les plus meurtrières, à telle enseigne qui sont, je pense, à certaines époques interdites par la papauté. Je crois qu'il y a eu des époques comme ça. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais il me semble qu'au XIe siècle c'est ce qui est arrivé. Et il y a un deuxième défaut, c'est que on le verra notamment lors de la défaite française d'Azincourt en 1415. Les Français combattent avec surtout la chevalerie, et ils sacrifient trop facilement leur chevalerie, alors que les Anglais ont beaucoup de fantassins qui combattent avec des arcs, et ils ont une supériorité tactique comme ça sur les Français, jusqu'à ce que les Français réforment leur armée sous le règne de Charles VII. Sous le règne de Charles VII, là je pense que c'est dans les années 1440, c'est avant les batailles décisives de Castillon et de Bordeaux, donc 1450 et 1453. Les Français réforment leur armée et constituent ce qui est une armée de métier. La France globalement devient un État à cette époque, elle devient un État par l'impôt, parce que notamment il faut payer dans les années 1360, je pense, la rançon du pauvre roi Jean de Lebon, qui a été capturé lors de la défaite de Poitiers en 1356. Donc comme il faut payer la rançon, eh bien on sollicite massivement les Français, et c'est un petit peu les débuts de l'impôt moderne, mais c'est aussi les débuts de l'État par la constitution d'une armée de métier dans les années 1440, après le traité de Troyes, et dans le contexte aussi de la rivalité dynastique. C'est pas une guerre civile, c'est une guerre dynastique entre Armagnac et Bourguignon, et le traité d'Arras de 1435 qui revient un petit peu à un statu quo. Dans ce contexte-là, il y a la constitution d'une armée française qui obtient une supériorité technique et organisationnelle, et qui renverse un petit peu le cours de la guerre qui jusque-là avait plutôt été une guerre menée et gagnée, Benjamin, par les Anglais. Oui, on rappelle peut-être les grandes dates de cette guerre. Avant les grandes dates, peut-être la cause. Donc c'est cette revendication par le fils d'Isabelle, Édouard III. Donc Isabelle qui était donc la fille de Philippe le Bel, mariée à Édouard II. Et en ligne directe, c'est vrai qu'Édouard III était insuccessible pour Philippe le Bel, et donc un potentiel candidat à la couronne de France. Puisque quand le dernier des 3 fils morts sans héritier mâle de Philippe le Bel s'éteint, c'est Charles IV en 1328, on est obligé de repasser par un deuxième rameau, par le frère de Philippe le Bel, Charles de Valois, dont le fils devient roi, Philippe.
Et les Anglais sont un peu scandalisés puisque fils de comte devient roi alors que Édouard III est fils de roi lui et semble être comment dire, mieux positionné dans l'arbre généalogique pour devenir roi de France. Voilà, sauf qu'en France ça ne se passe pas comme ça et que les femmes ne sont pas successibles à la couronne de France et ne sont pas successibles mais ne peuvent pas également transmettre un titre qui leur est interdit. Alors bon, il y a eu comment dirais-je, des explications, notamment des explications théologiques qui sont intéressantes. Je renvoie à un livre très très passionnant de Bernard Basse, La Constitution de l'Ancienne France, où il associe, comment dirais-je, la fonction royale française à une fonction cléricale, sacerdotale, et donc comme le sacerdoce est interdite à la gente féminine, et bien la monarchie, enfin comment dire, la qualité royale est interdite également comment dirais-je, aux femmes. Donc c'est vraiment l'explication, je pense, la plus solide de l'expropriation, enfin pas de l'expropriation, du fait que les femmes comment dirais-je, n'ont jamais accédé à la couronne de France, bien plus que cette prétendue loi salique dont l'article 51 en fait ne justifie rien. Donc voilà, donc il y a cette querelle et Édouard III donc ne se satisfait pas d'avoir été spolié de cet héritage. Et donc attaque la France. Donc il y a des fêtes, il y a des fêtes où on a vraiment, où les Français n'ont pas été très 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 malins. Hein. Je veux dire, la défaite de l'Écluse en 1340, où il y avait où on a mis tous les bateaux côte à côte et où les Anglais il a suffi aux Anglais d'allumer un incendie pour en fait couler tous les bateaux français. Donc on a souvent tendu un peu la verge pour se faire battre. Ce sont les défaites calamiteuses de Crécy, en 1346 de Poitiers, et surtout d'Azincourt. Hein. Et Azincourt, elle est terrible, cette défaite, puisque une grande partie de la noblesse, qui était le soutien de la couronne française, disparaît. Disparaît, se fait tuer. Hein. Oui, oui, ne part pas en exil, ni n'est fait prisonnier. Oui, est décimé par cette cruelle bataille. Là aussi très mal préparé, où on a envoyé la chevalerie n'importe comment. Et ce fameux traité de Troyes qui exproprie le fils de Charles VI, le futur Charles VII. Et là, une nouvelle loi qui participe au corps un peu des lois fondamentales de la monarchie française éclot, le fait de l'indisponibilité de la couronne, le fait que le roi ne peut pas disposer de la couronne, c'est un bien public et non privé et ne peut pas exproprier un membre de sa famille. Voilà, cette thématique sera, comment dirais-je, l'objet d'autres querelles, notamment les renonciations valides ou non de Philippe V à la couronne de France en 1713, mais ça nous amènerait un peu loin. Donc, cette guerre de 100 ans se renverse donc d'abord par la résistance qu'opère Bertrand de Duguesclin, sous le règne très très novateur et réparateur de Charles V, et également donc par l'épopée de Jeanne d'Arc et de ses compagnons d'armes, notamment Gilles de Rais ou Robert de Baudricourt, qui arrivent à faire sacrer Charles VII et à le faire reconnaître pleinement par la population comme le roi légitime. Et donc, c'est entre 1429 et 1431. Exactement. 1429 où Charles VII est sacré en juillet et 1431 où Jeanne d'Arc est brûlée au mois de mai. Et donc ça se termine donc par la supériorité militaire française, qui est donc le fruit de cette réforme militaire, mais également du fait qu'un nouvel armement est acheté par les Français, notamment les bombardes, pas les bombardes, les canons, pardon. Les canons qui sont achetés aux principautés italiennes et qui permettent de clore cette guerre en 1453 par la bataille de Castillon, qui ne sera conclue juridiquement, cette guerre, que sous le règne de Louis XI, le traité de Piquigny, il me semble. Et donc l'Angleterre, du coup, c'est l'Angleterre qui se retrouve dans une situation de guerre civile, puisque l'Angleterre, qui a tant investi dans cette guerre, qui a perdu tant de territoire,
l'Anjou, la Guyenne, trouve sa monarchie assez affaiblie. Alors il y a eu toute une série de complots. Il faut lire un peu Shakespeare justement pour avoir un peu le goût de toutes ces intrigues à la cour d'Angleterre, Richard III. Richard III comment dire, fait exécuter deux enfants, le jeune Édouard V notamment. Et bon, cela conduit à cette guerre fratricide en Angleterre, la guerre des Deux Roses. Oui, on a cette guerre des Deux Roses, qui n'est pas strictement une guerre civile, plutôt une guerre aristocratique, un petit peu le pendant de ce qu'il y a eu quelques décennies avant en France entre Armagnac et Bourguignon. C'est donc une guerre en Angleterre qui a pour cause une lutte pour le pouvoir, bon ça c'est pas très original, entre la maison d'York et la maison de Lancastre. Alors pourquoi guerre des Deux Roses? Parce que la maison d'York a comme emblème une rose blanche et que la maison de Lancastre a comme emblème une rose rouge. C'est une trentaine d'années de guerre à partir de 1455 qui sont notamment dues aux défaites anglaise dans les dernières années de la guerre de Cent Ans, à l'incapacité du roi Henri VI, qui est un Lancastre. Henri VI qui, pour rappel, devait être roi de France en vertu du traité de Troyes, et qui, en prime du fait qu'il a perdu la guerre, est un déficient mental. Donc naturellement, ça suscite bien des jalousies sur le fait qu'il soit roi. Alors pour résumer, Richard York, qui est aidé par Warwick, se révolte. York est battu à Saint-Alban, donc en 1455. Il est ensuite battu à Northampton et à Taunton. Henri VI est détrôné, le remplace Édouard IV, qui est le fils de Richard York. Donc on passe d'une dynastie Lancastre à une dynastie York. Pour autant, Warwick, qui avait parti lié donc avec York, se brouille avec Édouard, il restaure Henri VI, donc Henri VI est restauré en 1470, et il y a un affrontement un petit peu décisif à Tewkesbury. Édouard IV remonte sur le trône, son fils Édouard V lui succède à sa mort en 1483, mais il est tué par son oncle Richard III, c'est un petit peu complexe à comprendre, et Henri Tudor, qui est un descendant des Lancastres, prend le pouvoir en 1485 sous le nom d'Henri VII. Il met ainsi fin à la guerre des Deux Roses, et c'est une guerre qui n'est pas sans conséquences sur la féodalité anglaise, puisqu'elle ruine cette féodalité, et là on peut dire que c'est l'entrée de l'Angleterre au Moyen-Âge, un petit peu comme l'entrée de la France au Moyen-Âge, eh bien c'est la fin des guerres de Cent Ans, de la guerre de Cent Ans en 1453, un petit peu comme l'entrée du monde hispanique dans le Moyen-Âge chez la soumission de l'émirat nasride de Grenade en 1492. 1485, c'est un petit peu, c'est véritablement, par la fin de la guerre des Deux Roses, l'entrée de l'Angleterre dans la modernité, la fin du Moyen-Âge britannique, Benjamin. Oui, alors si on voulait dresser un bilan justement des îles britanniques durant le Moyen-Âge, on voit bien que donc nous passons d'une Angleterre romanisée et d'une Irlande un peu moins modernisée à un royaume qui a des vues impériales, si on reste fidèle au vocal qu'on a utilisé pour qualifier les possessions d'outre-mer du royaume d'Angleterre. Donc à la fin du Moyen-Âge, une puissance qui a perdu son rang de grande puissance, puisque la fin de la guerre de Cent Ans et la Révolution, la guerre des Deux Roses, ce conflit aristocratique britannique, remet la royauté britannique, la monarchie, la position géopolitique anglaise telle qu'elle a été avant justement les grands règnes plantagenets. Donc la conclusion est un peu sombre pour les îles britanniques, puisqu'ils rentrent dans cette période, dans cette renaissance avec un poids géopolitique qui est moindre par rapport justement à ce qu'il était quand l'Angleterre avait les moyens de concurrencer l'influence française sur le continent. Donc on a conclu par la victoire des Lancastres, des descendants des Lancastres lors de la guerre des Deux Roses, le règne d'Henri VII, dont son fils Henri VIII restaurera l'État britannique, l'autorité de l'État, l'autorité royale,
rompra avec la Rome chrétienne, la Rome catholique, et aura pour fille, alors une première fille, Marie Tudor, mais une deuxième fille, Élisabeth, qui, elle, réintégrera véritablement l'Angleterre comme une puissance européenne à part entière, et une puissance d'appoint, ce qui a été déjà le cas avec Henri VIII, qui a joué un peu de ce poids entre Charles Quint et François Ier. Chers auditeurs, merci beaucoup de nous avoir écoutés pour ce sujet assez large, assez vaste des îles britanniques au Moyen-Âge. Nous vous invitons, Gauthier et moi, également à consulter le site fréquenteshistoires.fr, puisque vous y trouverez, en plus des émissions enregistrées, de nos causeries historiques sur les termes divers et variés que nous vous présentons, eh bien des notices un peu plus détaillées sur les sujets dont nous avons traité. Je pense notamment en dernier lieu au despotisme éclairé, le livre de François Bluch, ou au second traité de Paris, émission que nous avons également faite. Vous y trouverez également des extraits d'ouvrages importants et également notre petit dictionnaire biographique qui permet de rapidement, l'idée est d'avoir en 3 petits paragraphes une idée assez précise des personnages, eh bien de pouvoir situer les personnages et d'avoir rapidement la perception de leur rôle véritablement historique et de leurs diverses facettes, notamment je pense aux dernières biographies qu'on a mises par exemple sur Louis XIII, son accession au pouvoir, mais également son poids dans la politique intérieure de la France, mais également son poids dans la politique extérieure de la France et sa politique conjointe avec le cardinal de Richelieu. Voilà, il ne me reste plus qu'à remercier Gauthier pour sa sollicitude pour cette nouvelle vidéo. Et nous vous retrouvons très prochainement, chers auditeurs, pour... Alors, ce sera le 10 décembre avec une émission sur l'élection présidentielle américaine de 1928, qui on verra est un scrutin qui est assez peu connu. C'est peut-être pas tant la campagne électorale et l'issue du scrutin qui est importante que un des 2 candidats en lice, Benjamin. C'est ça. Alors, chers amis auditeurs, rendez-vous donc le 10 décembre. Merci de votre écoute. À bientôt.